Il y a 48 heures, un homme a quitté le Vatican en pleine nuit, un dossier sous le bras, la peur dans les yeux. Ce matin, 3 cardinaux ne se sont pas présentés à leurs fonctions habituelles. Et une source haut placée, quelqu'un qui travaille à l'intérieur des murs depuis plus de 20 ans, a contacté plusieurs journalistes avec une seule phrase. Ce qui se prépare va changer l'Église pour toujours. Vous êtes en train de regarder quelque chose que beaucoup voudraient étouffer. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'a pas encore été dit publiquement. Les noms vont tomber, les preuves vont parler, et vous comprendrez pourquoi le pontificat de Léon XIV est peut-être le plus dangereux et le plus courageux de l'histoire moderne de l'Église catholique. Avant d'aller plus loin, si vous suivez cette chaîne depuis le début, vous savez que nous ne spéculons pas, nous documentons. Abonnez-vous maintenant, activez la cloche, parce que les prochaines semaines vont être décisives et vous ne voulez pas manquer ce qui vient. Revenons à Robert Francis Prevost, le 8 mai 2025, quand il est apparu sur la loggia de Saint-Pierre et que le monde a entendu pour la première fois le nom Léon XIV, la plupart des observateurs ont cru à une transition douce. Un Américain, discret, connu pour sa rigueur administrative, son expérience en Amérique latine, sa façon de ne pas chercher les projecteurs. Beaucoup dans la presse internationale ont écrit « pape de compromis ». Beaucoup se sont trompés. Ce que personne ne savait alors, ce que certains commencent seulement à comprendre aujourd'hui, 1 an plus tard, c'est que Prévost arrivait avec quelque chose de rare dans les couloirs du Vatican. Une liste. Pas une liste symbolique. Une liste réelle, documentée, constituée sur plusieurs années, avec des noms, des dates, des flux financiers, des correspondances internes. Une liste que ses proches appelaient, dans les conversations privées, le dossier du nettoyage. Et c'est précisément autour de cette liste que tout s'est cristallisé ces derniers jours. La source que nous appellerons simplement l'initié, pour des raisons de sécurité évidentes, a transmis ces informations de manière fragmentée, calculée, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait et qui mesure chaque mot. Ce qu'il décrit, c'est une institution en état d'alerte interne maximale depuis approximativement 72 heures, depuis, selon ses termes, le moment où le Saint-Père a signé les premières commissions d'enquête formelles. 3 cardinaux. Voilà ce que tout le monde veut savoir. Qui sont-ils? Pourquoi eux? Et surtout, pourquoi maintenant, à exactement 1 an du début du pontificat? L'initié ne donne pas les noms directement. Il donne quelque chose de plus précieux, le contexte. Et le contexte, si on le lit correctement, est d'une clarté troublante. Le premier profil qu'il décrit est celui d'un cardinal européen, en poste depuis plus de 2 décennies dans une congrégation liée aux finances. Un homme qui a survécu à tous les scandales, à toutes les réformes, à tous les papes. Un homme qui connaît les codes, les habitudes, les réseaux. Un homme qui, selon l'initié, aurait utilisé des structures parallèles, des fondations caritatives enregistrées dans des juridictions discrètes, pour faire transiter des fonds dont l'origine et la destination restaient délibérément obscures. Ce n'est pas nouveau en soi. Les scandales financiers du Vatican ont une longue et douloureuse histoire. Ce qui est nouveau, c'est la méthode que Léon XIV a choisie pour les affronter. Plutôt que de confier l'enquête aux structures internes habituelles, celles-là même qui, selon l'initié, auraient été partiellement infiltrées ou paralysées par des loyautés croisées, le pape a mandaté une commission externe, composée en majorité de laïcs, d'experts financiers et de juristes indépendants. Des gens qui ne doivent rien à personne à l'intérieur des murs. C'est cette décision qui a tout précipité, parce que la commission externe n'a pas les mêmes réflexes de discrétion que les structures internes. Elle n'a pas les mêmes raisons de ralentir. Elle n'a pas les mêmes raisons de protéger. Et en moins de 6 semaines, selon l'initié, elle aurait produit un rapport préliminaire d'une centaine de pages qui atterrit sur le bureau du pape avec des conclusions que même ses proches conseillers n'avaient pas anticipées dans leur ampleur. Voilà pourquoi ces 72 dernières heures ont été différentes. Voilà pourquoi certains ont commencé à partir. Le deuxième profil est plus complexe et en un sens plus révélateur de la nature systémique du problème. Il s'agit, selon l'initié, d'un cardinal d'Amérique latine, quelqu'un que Prévost connaissait personnellement depuis son époque au service du dicaster pour les évêques, quelqu'un avec qui il avait travaillé, partagé des repas, échangé des points de vue pastoraux. Ce n'est pas un ennemi déclaré, c'est quelque chose de plus difficile à gérer, un ancien allié devenu un problème. Ce cardinal,
selon les informations transmises par l'initié, serait impliqué dans une série de nominations épiscopales qui auraient été orientées, certains disent achetées, dans le but de placer des hommes loyaux à un réseau particulier plutôt qu'à l'institution. Des hommes qui, une fois en place dans des diocèses stratégiques, auraient facilité certaines opérations dont la légalité canonique et civile est aujourd'hui sérieusement questionnée. Ce type de manipulation dans les nominations n'est pas non plus une découverte absolue, mais l'ampleur décrite par l'initié, et surtout la documentation disponible, change la nature de l'affaire, parce qu'il ne s'agit plus de soupçons ou d'intuitions. Il s'agit de preuves écrites, d'échanges documentés, de schémas récurrents sur une période de 10 à 15 ans qui dessinent quelque chose qui ressemble dangereusement à une organisation structurée. Et ici, le mot « arrestation » prend tout son sens et toute sa charge, parce que le Vatican n'est pas seulement une institution religieuse, c'est un État souverain avec son propre système judiciaire, ses propres procureurs, ses propres capacités de détention. Et depuis les réformes engagées sous Jean-Paul II, Bénédicte XVI et surtout sous François, ce système judiciaire a gagné en autonomie et en capacité d'action. Léon XIV, selon toutes les informations disponibles, a non seulement maintenu ces réformes, mais les a considérablement renforcées dans les premiers mois de son pontificat. Ce que cela signifie concrètement, la commission d'enquête externe peut transmettre ses conclusions au tribunal de l'État de la Cité du Vatican. Ce tribunal peut ouvrir une instruction formelle, et une instruction formelle peut aboutir, si les éléments le justifient, à des mesures conservatoires. Des mesures qui peuvent inclure des restrictions de déplacement, la saisie de documents, et dans les cas extrêmes, la mise en détention préventive. Pour des cardinaux, dans le Vatican du XXIe siècle. C'est exactement ce dont l'initié parle quand il dit que ce qui se prépare va changer l'Église pour toujours. Mais attendez, parce que le troisième profil est celui qui, selon notre source, est le plus explosif. Et c'est aussi le plus difficile à croire, jusqu'à ce qu'on réalise que les pièces s'assemblent d'une façon qui ne laisse plus beaucoup de place au doute. Le troisième cardinal décrit par l'initié n'est pas un technocrate financier. Ce n'est pas un manipulateur de nomination. C'est quelqu'un qui, selon les termes exacts transmis, se trouvait dans la pièce, lors de certaines discussions qui ont précédé la mort du pape François le 21 avril 2025. Des discussions dont la nature exacte reste à établir, mais dont l'existence est documentée par plusieurs témoignages indépendants que la Commission aurait recueillis au cours des dernières semaines. Ici, il faut être précis. L'initié ne dit pas, et nous ne disons pas, qu'il y a des raisons de mettre en doute les conclusions médicales officielles sur le décès du pape François. Ce n'est pas ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, c'est de ce qui s'est passé dans les heures et les jours qui ont suivi. Les décisions prises, les documents déplacés, les conversations effacées, les positions prises lors du conclave avec une rapidité et une coordination qui ont surpris même certains des participants. Ce que l'initié décrit, c'est une tentative, partiellement réussie, dit-il, d'influencer l'élection du nouveau pape. Une tentative qui visait non pas à empêcher l'élection de Prévost, car personne ne pensait sérieusement qu'il serait élu si vite, mais à s'assurer que certaines informations ne lui parviendraient pas. Certains dossiers, certaines clés d'accès à des archives sensibles, et il semblerait, d'après l'initié, que ces tentatives n'ont pas entièrement fonctionné, parce que Prévost avait ses propres sources, parce qu'il avait ses propres canaux d'information constitués au fil de 20 ans de service dans des rôles différents, et parce que certaines personnes qui voulaient s'assurer de sa loyauté lui ont, dans les premiers jours après son élection, fourni involontairement des informations qui pointaient précisément vers ceux qui tentaient de le manipuler. C'est ce retournement de situation qui, selon l'initié, a été le vrai point de départ. Pas une vendetta, pas une idéologie, une réaction à une tentative de manipulation, documentée, mise en dossier, transmise à la commission au moment opportun. Et le moment opportun, c'est maintenant, 1 an après l'élection, quand le pontificat est suffisamment établi pour ne pas être déstabilisé par les révélations, quand la commission a terminé son travail préliminaire, quand les preuves sont suffisamment solides pour résister à une contestation juridique. L'initié dit quelque chose d'important à ce stade. Il dit que Léon XIV n'est pas en train d'agir par colère ou par stratégie politique interne. Il dit qu'il y a quelque chose de plus profond dans ce qu'il observe depuis l'intérieur. Une conviction. Quelque chose qui ressemble, dit-il, à un homme qui a décidé que l'institution vaut la douleur que ce processus va provoquer. Et la douleur sera réelle.
parce qu'il faut comprendre ce que l'arrestation ou même la mise en examen de cardinaux signifie concrètement pour l'Église catholique. Ce n'est pas seulement un scandale de plus dans une longue série, c'est une rupture symbolique d'une nature différente. Un pape qui dit à ses propres princes de l'Église « Vous n'êtes pas au-dessus des lois, pas même des lois de l'État que je dirige, pas même des lois canoniques que vous avez juré de respecter. » Historiquement, la réponse à ce genre de décision a toujours été la même. La résistance, organisée et féroce, de ceux qui se sentent menacés. Et c'est là que nous sommes aujourd'hui, parce que l'initié décrit une résistance qui est en train de s'organiser. Pas ouvertement, jamais ouvertement dans ce milieu, mais dans les formes que ce milieu connaît bien, les fuites calculées vers certains médias catholiques conservateurs, les pressions sur des prélats jugés proches du pape, les tentatives de constituer des dossiers à charge contre Léon XIV lui-même, cherchant dans son passé à Chicago, dans son travail en Amérique latine, dans ses décisions en tant que prieur de l'ordre des Augustins, des éléments qui pourraient être utilisés pour affaiblir sa position morale. Rien de cela, selon l'initié, n'a trouvé de prise solide jusqu'à présent, mais cela ne signifie pas que les tentatives vont s'arrêter. Au contraire, ce qui rend la situation particulièrement tendue, c'est la question du timing. Parce que si les enquêtes aboutissent aux mesures que l'initié anticipe, cela se passera dans un contexte ecclésiastique qui est déjà extrêmement chargé. Le synode sur la réforme de la gouvernance de l'Église est prévu pour l'automne prochain. Les négociations avec certaines conférences épiscopales nationales sur des questions disciplinaires sont à un stade délicat, et les relations avec la communauté catholique conservatrice américaine, une base financière et symbolique considérable, sont déjà sous tension depuis certaines déclarations du pape sur des questions sociales au cours des 6 derniers mois. Léon XIV est en train de jouer plusieurs parties simultanément. Et l'initié est clair là-dessus. Le pape le sait. Ce n'est pas quelqu'un qui ignore la complexité de ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a calculé les risques et qui a décidé que le coût de l'inaction était plus élevé que le coût de l'action. Voici une autre information que l'initié a transmise et qui mérite attention. Dans les jours qui ont précédé la signature des commissions d'enquête formelles, Léon XIV aurait eu des conversations privées avec 2 anciens responsables d'État, il ne précise pas lesquels, qui lui auraient apporté leur soutien discret. Des États qui ont eux-mêmes un intérêt dans la transparence des flux financiers impliquant des structures ecclésiastiques sur leur territoire. Ce détail est important pour une raison simple. Il indique que le pape n'agit pas isolément, qu'il y a une dimension diplomatique à cette opération, que certains États souverains sont peut-être en mesure de faciliter ou de compliquer les enquêtes selon leurs propres intérêts, et que Léon XIV a, consciemment ou non, intégré cette dimension dans sa stratégie. C'est une forme de protection, dit l'initié. Si un État partenaire a intérêt à ce que les enquêtes aboutissent, il aura aussi intérêt à protéger le processus et le pape contre les tentatives de déstabilisation. C'est élaboré, c'est sophistiqué. Ce n'est pas le comportement d'un homme dépassé par les événements, c'est le comportement d'un stratège. Et pourtant, malgré tout cela, l'initié insiste sur un point. Rien n'est garanti. Parce que les institutions, toutes les institutions, ont une capacité de résistance qui dépasse souvent la volonté des individus qui les dirigent. Parce que les réseaux qui se sentent menacés ont une longévité et une résilience que les enquêteurs les plus déterminés ont souvent sous-estimées. Il y a un précédent que l'initié évoque, et il est révélateur. Il parle de ce qui s'est passé sous le pape François avec le procès dit du Palais de Londres, l'affaire de l'investissement immobilier qui a abouti à la condamnation de plusieurs responsables vaticans en 2023. Ce procès a été long. Il a été douloureux. Il a résisté à d'innombrables tentatives de sabotage interne. Et il a finalement abouti à des condamnations qui ont envoyé un signal clair. L'impunité au Vatican n'est plus automatique. Mais il a aussi révélé quelque chose d'autre. À quel point certains réseaux étaient profonds, à quel point certaines solidarités étaient tenaces, et à quel point la ligne entre loyauté institutionnelle et complicité peut devenir floue au fil des années et des décennies. Ce que Léon XIV affronte aujourd'hui est, selon l'initié, d'une ampleur supérieure à l'affaire du Palais de Londres. Non pas en termes de montant financier nécessairement, mais en termes de nombre de personnes impliquées, de durée des pratiques en question, et surtout de niveau hiérarchique des individus concernés. 3 cardinaux. Dans un système où il y en a environ 200 actifs dans le monde, 3 sur 200, cela peut sembler peu. Mais si ces 3 cardinaux sont
comme l'initié le suggère, des nœuds centraux dans des réseaux qui s'étendent bien au-delà d'eux, alors leur mise en cause est en réalité la mise en cause d'un système entier. Et c'est pourquoi la résistance est si organisée. Et c'est pourquoi l'initié lui-même a pris des risques personnels considérables pour faire circuler ces informations. Parce qu'il croit, ces mots, pas les nôtres, que la lumière est la seule protection efficace contre ce qui opère dans l'obscurité. Permettez-moi de vous poser une question maintenant. Vous avez suivi jusqu'ici. Vous avez entendu les profils. Vous avez entendu les mécanismes. Vous avez entendu l'analyse de l'initié. Est-ce que quelque chose dans tout cela vous semble familier? Pas forcément dans le contexte de l'Église, mais dans le contexte de toute institution humaine suffisamment ancienne et suffisamment puissante, parce que c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de tout ce que nous vous avons dit jusqu'ici. Ce n'est pas une histoire sur le Vatican. C'est une histoire sur le pouvoir, sur ce que le pouvoir fait aux hommes, et sur ce qu'il faut, parfois, pour que quelqu'un décide de rompre avec la logique de préservation institutionnelle et d'appeler les choses par leur nom. Revenons aux faits immédiats. Hier soir, selon des sources indépendantes de l'initié mais convergentes avec ces informations, 2 des 3 cardinaux concernés auraient demandé des rendez-vous urgents avec leurs avocats respectifs. Au moins un de ces avocats est spécialisé dans le droit international et le droit de la Cité du Vatican. Un profil très spécifique qui n'est sollicité que dans des circonstances très particulières. Cela signifie que les cardinaux savent, peut-être pas exactement ce qui vient, mais suffisamment pour se préparer. Et leur préparation est elle-même une forme de confirmation. On ne contacte pas en urgence un avocat spécialisé en droit de l'État pontifical si on n'a pas de raison sérieuse de penser qu'on va en avoir besoin. L'initié anticipe que les prochains mouvements se feront selon un séquençage précis. D'abord, la commission transmettra son rapport final au procureur de l'État de la Cité du Vatican. Ensuite, le procureur décidera s'il ouvre une instruction formelle. Ensuite, et c'est là que cela devient vraiment sans précédent moderne, le tribunal pourrait émettre des convocations. Des convocations à des cardinaux en exercice, pour les entendre dans le cadre d'une procédure pénale vaticane. Le refus de se présenter, ou la tentative de quitter le territoire pour éviter ces convocations, activerait automatiquement les procédures suivantes, y compris les mesures conservatoires mentionnées plus tôt. C'est un mécanique juridique et institutionnel qui a été mis en place progressivement au cours des dernières décennies, mais qui n'a jamais été activé à ce niveau. C'est comme avoir construit un pont sans jamais faire passer dessus un convoi lourd. On sait théoriquement qu'il peut tenir, mais personne ne l'a vraiment éprouvé. Et Léon XIV, selon l'initié, est prêt à être le premier à faire passer ce convoi. Il y a une dimension personnelle dans tout cela que l'initié n'aborde pas directement, mais qui transparaît dans certaines de ses formulations. Robert Francis Prévost est un augustinien, pas simplement par appartenance religieuse, mais dans sa façon d'aborder les questions morales et institutionnelles. Les augustiniens ont une longue tradition de réflexion sur la corruption dans les institutions humaines, sur la tension entre la cité terrestre et la cité divine, sur la responsabilité individuelle face au mal collectif. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas une abstraction théologique. C'est une formation intellectuelle et spirituelle qui prédispose à regarder les défaillances institutionnelles d'une certaine façon, non pas comme des accidents regrettables, mais comme des réalités morales qui appellent une réponse morale. Et une réponse morale, dans ce cadre, ne peut pas être l'accommodation, ne peut pas être le silence prudent, ne peut pas être le « nous allons gérer cela en interne, dans la discrétion, comme nous l'avons toujours fait ». C'est peut-être là la rupture la plus profonde que représente Léon XIV, non pas dans les méthodes spécifiques qu'il utilise, non pas dans les cibles qu'il a choisies, mais dans son refus fondamental de reproduire le réflexe d'autoprotection institutionnelle qui a permis à tant de problèmes de se perpétuer pendant si longtemps. L'initié raconte une anecdote. Il dit qu'au cours d'une réunion interne il y a plusieurs semaines, une réunion à laquelle participaient plusieurs hauts responsables de la curie, quelqu'un a fait valoir que procéder à des mises en examen publiques de cardinaux risquait de donner des arguments aux ennemis de l'Église, et que Léon XIV aurait répondu simplement, calmement, « Les ennemis de l'Église, ce ne sont pas ceux qui exigent la vérité, ce sont ceux qui la cachent. » Si cette citation est exacte, et l'initié dit que plusieurs personnes présentes peuvent la confirmer, elle nous dit tout ce qu'il faut savoir sur la philosophie de gouvernance de cet homme. Mais cette clarté philosophique ne résout pas les problèmes pratiques. Et les problèmes pratiques sont nombreux. Le premier, la question de la compétence juridictionnelle.
Certains des actes reprochés aux cardinaux ne se sont pas nécessairement produits sur le territoire de la Cité du Vatican. Certains ont peut-être eu lieu dans des pays tiers, sous des juridictions nationales différentes. Établir la compétence du tribunal Vatican pour des actes commis partiellement ailleurs est une question juridiquement complexe, qui pourrait faire l'objet de contestations prolongées. Le deuxième, la question de l'immunité. Les cardinaux ont un statut spécifique dans le droit canonique et dans le droit international. Ce statut ne leur confère pas une immunité pénale absolue. L'affaire du Palais de Londres l'a prouvé. Mais il peut créer des complications procédurales qui allongent et compliquent les procédures. Le troisième, la question politique interne au collège cardinalis. 27 des cardinaux électeurs actuels ont été nommés avant 2013. Une proportion significative vient de milieux théologiquement et institutionnellement conservateurs. Si Léon XIV est perçu comme ayant provoqué une crise institutionnelle majeure, sa position lors d'un éventuel futur conclave, dans une dizaine ou une quinzaine d'années, si sa santé le permet, pourrait influencer le choix de son successeur d'une façon qu'il ne peut pas contrôler. L'initié est conscient de tout cela, et c'est pour cela qu'il dit, avec quelque chose qui ressemble à de l'admiration, que la décision de Léon XIV est le pari le plus courageux dans l'Église catholique depuis des décennies. Il dit aussi autre chose, et c'est peut-être la chose la plus troublante que nous ayons à vous rapporter ce soir. Il dit que les 3 cardinaux ne sont pas les seuls noms dans le rapport de la commission, qu'il y en a d'autres, des prélats de rang inférieur, des laïcs occupant des fonctions administratives, des intermédiaires extérieurs à l'institution, et qu'une décision sera prise, dans les semaines qui viennent, sur la portée exacte des procédures. Est-ce qu'on commence par les 3 têtes visibles du réseau, en espérant que cela provoque suffisamment de pression pour que d'autres coopèrent, ou est-ce qu'on procède à une action plus large, plus simultanée, plus difficile à arrêter, mais aussi plus difficile à contrôler? Cette décision n'est pas encore prise, ou si elle l'est, l'initié ne le sait pas encore. Ce qu'il sait, c'est que les discussions à ce sujet sont intenses, que les conseillers du pape sont divisés, et que Léon XIV lui-même écoute plus qu'il ne parle dans ses réunions, ce qui, selon l'initié, est toujours le signe qu'il est en train de prendre une décision importante. Voilà où nous en sommes ce soir, le 14 mai 2026, 1 an et 6 jours après l'élection du 264e successeur de Pierre. Un homme qui, selon toutes les apparences extérieures, a passé cette première année à apprendre, à observer, à consolider, et qui, selon ce que nous rapporte l'initié, a en réalité passé cette première année à préparer ce qui pourrait bien être le plus grand acte de purification institutionnelle de l'histoire récente de l'Église catholique. Les prochains jours seront déterminants. Si les convocations sont émises, vous l'apprendrez ici en premier. Si les cardinaux répondent, ou s'ils ne répondent pas, vous l'apprendrez ici. Et si quelque chose d'imprévu se produit, si la résistance prend une forme que personne n'anticipe aujourd'hui, vous l'apprendrez ici, parce que nous avons des sources, parce que nous continuons à documenter, et parce que nous croyons, comme l'initié, que la lumière est la seule protection efficace. Mais il y a une question que vous vous posez peut-être depuis quelques minutes, une question que l'initié lui-même a posée, et à laquelle il a donné une réponse qui mérite qu'on s'y arrête. Pourquoi parler maintenant? Pourquoi prendre ce risque? Pourquoi sortir de l'ombre après 20 ans de silence prudent? Sa réponse est simple. Il dit qu'il a vu trop de fois dans sa carrière des moments de vérité potentielle être étouffés par le silence de ceux qui savaient. Il dit qu'il a lui-même gardé le silence trop longtemps. Il dit que si Léon XIV a le courage d'agir, la moindre des choses est que ceux qui peuvent le soutenir de l'extérieur le fassent. Pas pour le pape en tant que personne, pas pour une faction ou une idéologie, mais parce que ce qui est en jeu dépasse largement les personnes impliquées. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de l'institution elle-même, sa capacité à appliquer ses propres principes, sa capacité à être ce qu'elle dit être. Et cette crédibilité, dit l'initié, ne peut pas être restaurée par des discours, par des documents, par des réformes de textes. Elle ne peut être restaurée que par des actes, par des conséquences réelles pour des comportements réels, par la démonstration concrète que personne n'est au-dessus de la loi, pas même ceux qui portent la pourpre. C'est un message que beaucoup de gens, bien au-delà de l'Église catholique, peuvent entendre et comprendre. Il reste une chose que nous devons vous dire, une information que l'initié a transmise en dernier, comme si elle était la plus délicate, la plus difficile à formuler. Il dit que Léon XIV est conscient que ce qu'il fait peut lui coûter cher personnellement, pas seulement politiquement, personnellement, que les pressions qui s'exercent sur lui
sont d'une nature et d'une intensité qu'ils n'avaient peut-être pas complètement anticipées, que certaines tentatives d'intimidation, subtiles, indirectes, mais réelles, ont été documentées et portées à la connaissance de la gendarmerie vaticane, et que malgré tout cela, ou peut-être à cause de tout cela, il a confirmé sa décision. Il a maintenu le cap. Il a dit à ses proches, selon l'initié, une phrase que nous voulons vous laisser en terminant ce récit ce soir. Il aurait dit « Si nous reculons maintenant, nous ne reculerons plus jamais pour les bonnes raisons. Réfléchissez à ce que cela signifie. Ce n'est pas de la bravoure irréfléchie. Ce n'est pas de l'obstination. C'est la compréhension lucide que certains seuils, une fois franchis en arrière, ne se refranchissent jamais en avant. Que si l'institution cède ici, face à ses pressions, face à ses intérêts, face à cette résistance organisée, elle aura démontré quelque chose d'irréversible sur sa propre incapacité à se réformer. Et Robert Francis Prévost, Léon XIV, pape depuis exactement 1 an et 6 jours, a manifestement décidé que cette démonstration-là, il ne la ferait pas. Les prochaines semaines nous diront s'il a raison. Elles nous diront si les institutions peuvent vraiment se réformer de l'intérieur quand les résistances sont aussi profondes. Elles nous diront si la lumière, comme dit l'initié, est vraiment la meilleure protection. Nous serons là pour vous dire ce qui se passe. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez toutes les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit l'actualité du Vatican et qui ne sait peut-être pas encore ce qui se prépare derrière les murs. Parce que l'histoire qui est en train de s'écrire là-bas, en ce moment même, dans ces couloirs et ces bureaux et ces salles de réunion dont le monde entier ignore l'existence, cette histoire vous appartient autant qu'à ceux qui la vivent. Et elle n'est pas terminée, elle commence.